et des Sports. C'était entre mai 2012 et août 2014. Merci d'être présente. Bonsoir Karine Noblinski. Bonsoir. Avocate pénaliste au barreau de Paris et habituée évidemment à ce plateau. Avant de vous entendre toutes les deux, retour sur cette journée historique, je le disais, la France est ce soir le premier pays à inscrire l'IVG dans sa constitution. Il allait la fly. Monsieur le garde des Sceaux, j'ai l'honneur de requérir qu'il vous plaise de bien vouloir apposer le grand sceau de la République française sur la loi constitutionnelle du 8 mars 2024 relative à la liberté de recourir à l'interruption volontaire de grossesse. Une cérémonie symbolique pour une journée historique. Des milliers de personnes sont réunies place Vendôme, parmi elles des célébrités engagées comme Catherine Deneuve, mais aussi de nombreuses militantes d'associations féministes ayant œuvré pour le droit à l'avortement. Face à elle, Éric Dupond-Moretti appose le sceau de la République sur la loi inscrivant l'IVG dans la Constitution. Emmanuel Macron salue un grand jour pour la République. Le sceau de la République scelle en ce jour un long combat pour la liberté. Un combat fait de larmes, de drames, de destins brisés. Destin de générations de femmes privées du plus intime de leur choix, celui d'avoir ou non un enfant. Après avoir rendu hommage à de grandes figures du féminisme, Emmanuel Macron confie sa volonté d'inscrire l'IVG dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, avant de laisser place à Catherine Ringer, qui revisite la Marseillaise. Aux armes, citoyens, citoyennes, marchons et chantons cette loi pure dans la Constitution. Le 8 mars 2024 restera une journée mémorable pour les femmes venues assister à la cérémonie. Le droit des femmes à disposer de leur propre corps, sans diktat, sans rien, c'est essentiel. C'est dans la continuité de la Révolution de 1789. J'espère que l'acte qu'aujourd'hui a fait la France soit une inspiration pour tous les pays dans le monde où ces droits peuvent être mis en cause. La France, premier pays à inscrire la liberté garantie de recours à l'IVG dans sa constitution. Najat Vallaud-Belkacem, on dit souvent que les journalistes en font trop, mais est-ce que c'est pour vous véritablement une journée historique ? Oui, clairement. Non, il n'y a pas de doute. Il faut vraiment mesurer l'importance de cette nouvelle garantie apportée au droit à l'IVG s'agissant des Françaises, parce que même si dans la loi c'était présent depuis 1975, la vérité c'est qu'on a l'impression souvent que c'est plus toléré qu'un véritable droit, et se pose beaucoup la question de l'accès à l'IVG. Mais au-delà des Françaises, le message qui est envoyé à l'étranger est énorme. Mais vous ne pouvez pas imaginer les réactions qu'on a de tant de pays, de femmes qui se battent. Vous avez reçu des messages, tiens, la France montre l'exemple, c'est la France comme on l'aime. Oui, exactement. Qui disent maintenant que ça a été fait une fois, potentiellement, ça peut être un combat à mener ailleurs. Et il y a beaucoup de femmes dans le monde qui n'ont toujours pas ce droit dans la loi, qui, même quand elles l'ont, le voient détricoté si facilement. On l'a vu en Pologne, en Hongrie ou ailleurs. Et donc, oui, c'est un message. Franchement, c'est rare de voir la France briller à nouveau de mille feux sur la scène internationale, et ça a été le cas. Karine Noblinski, beaucoup de personnes disaient, au final, ça change quoi ? Est-ce que ça change fondamentalement du point de vue du droit quelque chose ? Cette inscription à la Constitution, cette journée et ce vote au Parlement. Alors, le Parlement, pardon. Déjà, cette journée, c'était un événement solennel qui donne au texte toute une portée symbolique. Et moi, je suis d'accord avec vous. Je pense que cette journée du 8 mars 2024, c'est une journée internationale des droits des femmes qui est historique parce que de par cette cérémonie de scellement, la France est venue dire à toutes les Françaises et à toutes les femmes du monde que les droits des femmes à disposer de leur corps seraient sur le territoire français un droit inviolable. Et bien évidemment que ça ouvre la possibilité à tous les pays qui nous regardent et où les droits des femmes reculent, où les droits des femmes sont entravés, où le droit à l'avortement, parfois, n'existe même pas, de revenir sur cela et de renforcer les droits des femmes. Et ça doit être justement notre combat aujourd'hui, notre responsabilité, parce que la France s'érige en un véritable modèle sur la scène internationale, que de se battre pour toutes ces femmes qui doivent encore, aujourd'hui, aux quatre coins du monde,
avorter clandestinement au risque de leur vie. Alors je le comprends, mais est-ce que ça change quelque chose pour les femmes de France, les femmes qui habitent en France et qui veulent recourir à l'IVG? Est-ce que ça change quelque chose? Évidemment, aujourd'hui, on a inscrit la liberté de recourir à l'avortement dans la norme suprême qu'est la Constitution. Et vous le savez, il est bien plus facile de changer la loi que d'engager une révision constitutionnelle. Mais là où il faut aujourd'hui avancer, c'est que si ce droit, cette liberté aujourd'hui est inscrite dans cette norme suprême, il faut renforcer son accès. On l'a bien compris parce que l'accès à l'avortement, il pose problème aujourd'hui. Vous avez 150 centres qui ont fermé au cours des dernières années. Et cet accès, il doit aussi être préservé de par les questions d'information et d'entrave qui sont un véritable souci et je pense que vous allez l'aborder. On va justement en parler parce que presque comme une réponse à ce que vous dites et aux opposants à l'inscription de l'IVG dans la Constitution, plusieurs symboles de la défense à l'interruption volontaire de grossesse ont été vandalisés. Regardez ces images rassemblées et commentées par Pierre Desmith et Margot Chevineau, Antoine Coutin. Les faits se sont déroulés au petit matin à La Roche-sur-Yon. Ce buste de Simone Veil vandalisé, des poupées de bébés ensanglantées disposées au pied de la statue. Sur ces poupées, des slogans anti-IVG au milieu d'un bassin teinté d'une peinture rouge. Une dégradation, loin d'être anodine selon le maire de la commune. Simone Veil est un personnage évidemment qui a marqué la République, qui marque l'Europe et qui déplaît par conséquent à ceux qui sont à la fois anti-européens et d'autres, ou les mêmes, je ne sais pas, qui sont anti-IVG. Elle a donc la cible. Cette détérioration s'inscrit dans un contexte plus large d'attaques contre des symboles liés à l'avortement en France. La nuit dernière, c'était au tour du planning familial de Lille d'être vandalisé. C'est la deuxième fois que le local est pris pour cible en 2 semaines. Encore une fois, ce matin, on a trouvé des tags faits par des organisations ou des militants, en tout cas anti-avortement, des tags assimilant l'avortement à un meurtre, nous traitant d'assassins. On va continuer à lutter parce que l'avortement, ça a toujours été une histoire de lutte, une lutte pour l'inscrire dans la loi, une lutte pour le faire progresser, une lutte pour le rendre effectif et une lutte pour qu'il ne régresse pas. La maire de Lille, Martine Aubry, dénonce. Pour la deuxième fois en quelques semaines, le local du planning familial de Lille a été attaqué par les anti-IVG. Une nouvelle attaque aux droits de la femme en cette journée symbolique et après le vote historique du 4 mars dernier constitutionnalisant ce droit fondamental. Les salariés du planning familial de Lille ainsi que la mairie de La Roche-sur-Yon ont annoncé porter plainte. Et autre plainte, on l'a appris il y a quelques instants, le maire du Grau-du-Roi a porté plainte parce que la plaque de la rue Simone Veil, là aussi, avait été arrachée. Najat Vallaud-Belkacem, le Rassemblement national avait dit non, ne s'est pas rendu, pas de représentant à cette cérémonie aujourd'hui. Est-ce que nous avons une fracture sociale, sociétale, culturelle, politique qui explique qu'il y a encore des divisions sur ces questions-là? En tout cas, ce qui est important avec le texte qui a été adopté lundi, c'est que si fracture il y avait, si division il y avait, elles ont été tranchées, en fait. Voilà. D'une certaine façon, tous ceux qui s'opposent à l'IVG depuis si longtemps et qui le font, là vous venez de montrer les images de La Roche-sur-Yon, d'une certaine façon je me faisais la réflexion que ça apparaissait dans l'espace public au vu et au su de tous, alors que jusqu'à présent, ces oppositions très violentes, seules les femmes les voyaient en direct lorsqu'elles essayaient de se rendre dans un centre de planning familial, que vous aviez des manifestations devant pour les empêcher de rentrer, lorsqu'elles essayaient de prendre des informations sur Internet et que en fait c'est des sites anti-IVG qui montaient tout en haut et qui venaient les dissuader, les culpabiliser. Donc cette violence, cette agressivité permanente, jusqu'à présent, ce sont les femmes qui se la subissaient et le reste du monde ne la voyait pas forcément. Avec ce qui s'est passé à La Roche-sur-Yon, ces bébés, etc., on voit l'ampleur de cette violence. Donc d'une certaine façon, ce qui a été adopté lundi, c'est un message qui dit, en fait, vous avez perdu ce combat que vous menez depuis si longtemps, vous ne voulez pas vous résoudre à laisser les femmes disposer de leur corps, vivre leur vie, tant pis pour vous, c'est fini. La forme aussi, c'était important d'avoir ce vote toujours impressionnant au Congrès à Versailles, puis cette cérémonie aujourd'hui, c'est de contextualiser, de visualiser, en tout cas de mettre en image le fait que certains sont désormais de nouveau ou encore un peu plus qu'avant hors la loi. C'était important d'aller dans ce cérémonial-là aussi. Oui, c'est ça. Mais vous savez, pour moi, le cérémonial compte tout autant que... C'est pas péjoratif. Non, la cérémonie compte tout autant que les discours qui ont été tenus autour de l'adoption de ce texte. Par exemple, au Congrès, lundi, auquel j'ai assisté,
il y a eu un des discours qui a été tenu par Claude Malhuret, le sénateur, qui était extrêmement poignant, dans lequel il se racontait jeune médecin de 25 ans dans un pays, il n'a pas précisé lequel, sans doute en Afrique, je pense. C'est en Afrique, je vois. Voilà, dans lequel une jeune femme avait été saisie par la police parce qu'elle venait de commettre un infanticide à défaut de pouvoir avorter. Et il racontait la détresse, il racontait la souffrance. Et en l'écoutant, je me disais, mais est-ce que tout le monde a bien conscience que c'était la réalité des femmes françaises il n'y a pas si longtemps que ça, dans les années 50, 60, 70, avant le fameux texte le de changement, 75. c'est 76. Voilà, et donc, si vous voulez, le fait qu'on rappelle toutes ces données-là, qu'on rappelle la somme de souffrance qui accompagne le fait de refuser aux femmes de disposer de leur corps, qu'on rappelle, y compris qu'à l'échelle internationale, vous savez, c'est une femme qui meurt toutes les 9 minutes du fait d'un avortement non sécurisé. Est-ce que tout ça en vaut la peine? Tout ça pour quel principe exactement? Enfin, juste pour empêcher les femmes de faire ce qu'elles veulent faire et de maîtriser leur vie? Je vois que la femme de droit acquiesce à ce que vous dites, à la fois sur l'exemple du sénateur Malhuret, mais aussi sur ça. C'est important aussi. Oui, évidemment, ce témoignage du sénateur était poignant. Et effectivement, on arrivait à visualiser la scène et la détresse de cette femme. Et cette détresse, effectivement, vous le dites, elle n'existe plus en France, et heureusement, mais elle existe dans tant de pays. Et tant de femmes meurent aujourd'hui dans le cadre d'avortements clandestins. Trop de femmes aujourd'hui vivent encore la peur au ventre, avec la crainte aussi des conséquences, avec les souffrances que cela entraîne. Et nous devons mettre tout en œuvre pour que la France participe justement à l'amélioration et à la protection de ce droit. Et effectivement, moi je suis extrêmement choquée quand je vois ces images de têtes de bébés dans une mare de sang. C'est déjà une atteinte, bien sûr à Simone Veil ici, une atteinte à toutes les personnes qui ont œuvré pour que nos droits puissent être consacrés, une atteinte au travail de Gisèle Halimi, au travail aussi, une atteinte au travail des parlementaires, des associations, de toute la société civile aujourd'hui qui a œuvré, parce que c'est le combat d'une société aujourd'hui d'inscrire la liberté de recourir à l'avortement dans la Constitution. Et je le répète, il faut lutter contre cette désinformation, contre ces délits d'entrave, parce que ce sont des délits d'entrave que justement de montrer que l'avortement serait donc un infanticide ou un crime. Il faut lutter dès à présent, notamment pour les jeunes esprits qui doivent connaître leurs droits et savoir ce à quoi ils ont accès. L'éducation, c'est aussi l'un des messages de ce 8 mars, Journée internationale des droits des femmes. Une initiative que je voulais aborder avec vous pour protéger les femmes victimes de violences. Après des pharmacies, après des supermarchés, eh bien des points de vente de la Française des Jeux, la F des Jeux, vont être officialisés lieu sûr ou lieu refuge pour des femmes victimes de harcèlement de rue. C'est un partenariat sur la base du volontariat, mais qui pourrait impliquer 29 000 commerçants. Madame Vallaud-Belkacem, 134 féminicides en 2023. Les chiffres sont de nouveau affolant. Le président de la République en avait fait l'une de ses causes de son mandat, et on a l'impression que quoi que l'on fasse, les chiffres ne bougent pas. Que faut-il faire pour diminuer au minimum ces crimes en raison du sexe? Parce que c'est le cas du féminicide. 134 féminicides, plus celles qui ne finissent pas par mourir, mais qui sont victimes, et sur le long terme, voire très long terme, toute une vie de violence, plus les violences sexuelles qui apparaissent quand même au grand jour avec tous les mouvements MeToo, MeToo inceste, MeToo garçon maintenant, etc. Moi, je vais vous dire ce que tout cela me provoque comme question, c'est ça fait quand même beaucoup de victimes. Donc, par définition, ça fait quand même beaucoup d'agresseurs. Et c'est ça, en fait, qui doit nous interroger. C'est à quel point notre société est empreinte de cette violence permanente, de cette domination, car c'est une domination masculine sur la femme, qui remonte à très loin. Je veux dire, elle n'est pas née d'hier. L'anthropologue Françoise Héritier remontait cela même au néolithique. Et elle avait cette explication qui me paraît très juste, qui disait, en fait, au moment où les hommes se sont rendus compte que les femmes avaient cette supériorité sur eux, ce pouvoir de reproduction, ce privilège de reproduction que eux n'avaient pas, alors ils ont cherché à maîtriser le corps de ces dernières. Et en fait, on a hérité de toute cette domination masculine depuis si longtemps. Pour s'en défaire, c'est pas simple, mais la première chose à faire, c'est évidemment ne plus rien laisser passer. Aujourd'hui, notre société est arrivée à maturité, son seuil d'intolérance, fort heureusement, s'est élevé, et donc face aux violences conjugales, évidemment que la justice soit au rendez-vous, que les pouvoirs publics organisent les choses pour que les femmes osent porter plainte, qu'elles soient protégées, mais de manière plus générale face au sexisme, parce que
tout ce qui, dans les images, dans la culture, etc., véhicule l'idée qu'il y a une hiérarchie entre les femmes et les hommes, à la fin conduit à de la violence. Puisque s'il y a une hiérarchie, c'est que l'un est le sujet de l'autre et donc on peut en faire ce qu'on veut. Donc en fait, c'est très important d'agir par l'éducation, mais aussi par les messages qu'on passe comme ça sur les plateaux télé. Avec aussi le rôle de la justice. Je prends souvent l'exemple espagnol qui a révolutionner sa façon d'appréhender les féminicides, les violences intraconjugales, avec des tribunaux dédiés, des professionnels de justice dédiés, une prise en compte de la plainte avec des professionnels aussi dédiés. Est-ce que c'est ce qui vous paraît le plus efficace pour répondre à cela, avant évidemment des sanctions ? Bien évidemment que le modèle espagnol, c'est un modèle qui a jusqu'à maintenant fait ses preuves et duquel je pense la France s'inspire. Aujourd'hui, il y a la mise en place de pôles spécialisés dans diverses juridictions, ce qui va permettre justement une certaine cohérence dans des procédures où il y aurait à la fois une partie pénale et à la fois une partie devant le juge civil. Je pense évidemment qu'il faut toujours appeler les femmes à ce que la parole puisse se libérer et ce que cette parole puisse être accompagnée, bien évidemment, par la justice. Et comme il s'agit de la Journée internationale des droits des femmes, bien sûr, vous avez parlé des violences sexuelles en France, bien évidemment, qui apparemment ne régressent pas, mais aussi les violences sexuelles sur le plan international. Et je pense au corps des femmes qui est sans cesse pris pour cible. Le corps des femmes est utilisé comme une arme, le viol comme arme de guerre. On connaît cela depuis des décennies, que ce soit au Rwanda, en République démocratique du Congo, en Ukraine et plus récemment en Israël. Et moi, j'ai une pensée pour toutes ces femmes dont le corps et les communautés sont asservis. Le viol est utilisé comme une arme de guerre et c'est important